Eh bien bonjour et à tous, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer ensemble, en ce mois, enfin à quelques jours maintenant de Halloween, un film d'horreur, horreur fantastique, puisque vous avez vu en miniature, il s'agit de Freddy 3, troisième opus de la saga horrifique Freddy, Les Griffes du Cauchemar, ou en VO A Nightmare on Elm Street 3, qui est sorti en France chez nous le 17 juin 1987, quelques mois ou 6 mois après la sortie américaine à l'époque, que j'ai d'ailleurs retrouvé dans ce superbe coffret que j'adore. C'est vraiment tous les Freddy qui se trouvent à l'intérieur et que la plupart j'ai découvert le 84, le 87, celui de 88 que j'ai découvert en vidéoclub. J'étais pas allé voir au cinéma à l'époque, sauf un, je crois que c'était le 6, mais que j'ai découvert et je redécouvre aussi maintenant dans cette vidéo avec un regard d'adulte. Donc là on a celui donc sorti le 3, sorti en 1987 et qui se veut un peu une suite directe du premier, sachant qu'il avait fait en 85, il a fait Freddy 2 qui était pas, voilà, qui était parti totalement ailleurs, mais à l'opposé, par un réalisateur qui n'aimait pas vraiment la saga. Enfin bref, on en reparlera un jour. Mais là, on a vraiment une nouvelle, on va dire une vraie suite, qui se présente comme cela, réalisée par Chuck Russell, dont d'ailleurs c'était le premier film, puisque je rappelle que Chuck Russell, c'est aussi le réalisateur, qui le fera d'ailleurs l'année suivante, de The Blob, celui qui a réalisé The Mask en 1994, mais aussi L'Effaceur en 1996, Le Roi Scorpion, un peu mal aimé de 2002, ou plus récemment, j'ai pas vu ces films, mais je sais qu'il a fait Jungle en 2019 et Paradise City en 2022. Et donc là, Freddy 3 était son premier film, enfin son premier long métrage. Il a été coécrit, donc on retrouve à l'écriture, on retrouve Wes Craven, qui a participé à l'écriture du scénario, qui revient. Il s'était un petit peu totalement désengagé du 2, parce qu'il n'aimait pas la direction que le film prenait, et il avait peut-être raison aussi. On retrouve aussi à la coécriture Frank Darabont, La Ligne Verte, etc. plus tard, qui réalisera La Ligne Verte, et Bruce Wagner, toujours produit par Robert Shade et la New Line Cinema, et la musique, musique absolument incroyable, de Angelo Badalamenti. Au casting, comme c'est une suite, nous retrouvons bien sûr Robert Englund dans le rôle de Freddy Krueger, le seul, l'unique, mais aussi Heather Langenkamp qui revient pour reprendre son rôle de Nancy Thompson, aussi John Saxon dans le rôle du shérif, mais aussi Lawrence Fishburne dans ses premiers rôles, Patricia Arquette, Rodney Eastman, Craig Wesson et Jennifer Rubin. Alors l'histoire, comme je vous ai dit, l'histoire se veut être la suite directe du premier Freddy de 1984. On oublie totalement 1985 et on prend directement celui-là et on le colle comme si c'était et à juste titre, parce que c'est vrai que si on regarde, je reviendrai peut-être un jour sur Freddy 2, mais j'avais parlé d'ailleurs sur ma chaîne, si vous regardez, de Freddy premier. Je parlerai un jour de Freddy 2, qui est pour moi peut-être la pire suite d'un film d'horreur qu'on peut voir en tant que tel, mais qui s'éloigne totalement du concept original. Mais bon, donc là, on efface le 2 et on va directement faire une suite. Et on se veut comme un héritage à Wes Craven, qui a peu plu à Wes Craven, puisqu'il a même participé au scénario. Et donc nous sommes donc en 1987, soit un an après les derniers assassinats commis à Elm Street. Et là, d'autres adolescents ont été mystérieusement assassinés, pendus dans la maison de Freddy. Et parmi les survivants, on a Christine, jouée par Patricia Arquette, et quelques autres d'adolescents perturbés par leur nuit agitée, qui sont internés dans l'hôpital psychiatrique de Westin Hills à Springwood.
Et ces jeunes gens, comme ça, ont pour point commun de vivre des cauchemars hantés par Freddy Krueger, qui semble avoir fait son retour. Mais les Dream Warriors, comme ils s'appellent, trouveront le soutien de Nancy Thompson, survivante du premier opus. Alors, je vais pas vous mentir, j'aime assez cet opus de toute la saga. C'est peut-être mon opus préféré, non seulement parce que c'est un opus que je me suis poncé, reponcé, je veux dire, quand j'étais un petit peu plus jeune, quand je devais être ado, quand je devais être 13-14 ans, hein, à un moment où le film sortit. Moi, je ne l'ai pas vu au cinéma, mais je l'ai loué ensuite en VHS. Je devais avoir 14 ans. Et avec le 4, quoi, c'est ce que je me suis le plus vu. Même si le 4 a beaucoup de défauts, on y reviendra aussi, ça fait quand même partie de mes opus préférés de Freddy. Et là, oui, j'aime bien Freddy 3 parce que j'aime bien la direction qu'il prend. Déjà, parce que c'est une suite, on se veut une suite directe. Ensuite, parce qu'il y a des idées de mort, mais qui sont absolument hallucinantes. Surtout quand on est ado, c'est assez effrayant. Bon, peut-être un petit peu moins maintenant, quand on vieillit, c'est vrai, bon, voilà. Mais imaginez ça, remettez ça dans le contexte d'un ado de l'époque qui découvre ça dans les années 80. C'était pas mal quand même perché, surtout l'intro où justement on est on fait connaissance de Christine qui revient dans la maison d'une certaine manière. Voilà, elle s'amuse, on voit qu'elle refait la maison en maquette avec des bouts d'allumettes, je sais pas quoi. Elle rêve qu'elle revient dans cette maison hantée par le fantôme, le démon, je sais pas comment on peut appeler, de Freddy Krueger. Et là, elle va découvrir les adolescents qui ont été pendus dans la cave, avec, vous imaginez, d'ailleurs bien fait, avec cette musique un peu angoissante de Badalamenti, ce côté un peu sombre nuit, ces petites filles avec son tricycle qui l'accueillent, avec ses enfants devant qui jouent un peu au ralenti. Il y a toute une ambiance horrifique et qui est très impressionnante. Voilà, et ça, rien que ça, en mille long, ça introduit bien le film. Et c'est comme ça que le film commence, hein, je veux dire, avec cette adolescente qui ensuite va essayer de partir comme si elle se suicidait, etc. Sa mère va penser qu'elle a essayé de se suicider, hein. Et bon, c'est pour ça qu'elle va être internée à l'hôpital psychiatrique de Westin Hills. C'est là qu'elle va faire la rencontre de cette bande d'adolescents qui ont aussi rencontré dans leurs rêves Freddy Krueger, puisqu'ils sont tous les descendants, plus ou moins, de leurs parents qui avaient tué le croque-mitaine, l'espèce de taré de Freddy Krueger. Alors attention, Freddy Krueger, comme certains ont pu souvent l'écrire, non, Freddy Krueger n'est pas pédophile, c'est un tueur d'enfants. Je veux dire, c'est différent. Ça veut dire que ça excuse pas l'autre, hein. L'un n'excuse pas l'autre, mais voilà, certains vont dire oui, mais c'est un pédophile. Non, il n'est pas pédophile, il est tueur d'enfants, ce qui est totalement différent. Il n'a jamais abusé un enfant, Freddy Krueger. Ça ne veut pas dire que je soutiens le fait qu'il ait tué des enfants. Non, mais je veux dire, ne disons pas que Freddy Krueger est pédophile, c'est faux. Il est tueur d'enfants, c'est juste un croque-mitaine qui revient ensuite, une sorte de démon, hein, parce que d'ailleurs à la fin on va le voir dans le film. Et c'est un film que j'aime bien parce que non seulement il parle des problématiques d'adolescents, et puis aussi de cette manière aussi que des adolescents qui ne sont pas souvent compris par des adultes qui souvent veulent pas, voilà, ont envie de préserver, veulent maintenir à l'écart des plus jeunes, des ados, parce que voilà, on n'échange pas ses secrets avec des ados, et ces secrets finissent finalement par retourner à la surface. Il y a aussi les obsessions pour les adolescents qu'on retrouve, hein, obsession pour le sexe, obsession pour la première fois, obsession pour beaucoup de choses, des problématiques comme ça qui nous parlaient à nous quand on était plus jeunes. Peut-être que ça parlera aux jeunes d'aujourd'hui, ça c'est autre chose. Et en même temps, c'est bien réalisé, il y a des nouvelles idées. Déjà, ça fait plaisir de voir un film qui a été fait quasiment sans CGI. Donc c'est des maquettes. Il y a des prothèses que portaient, quand je pense notamment
au corps, quand il porte sur le torse ces espèces de têtes à l'intérieur pour figurer, ça c'est bien fait aussi. On a aussi, quand elle est dans la maison, on a ce chien qui aboie là. Alors, petite anecdote, apparemment, il paraît que c'est des gens, ils ont acheté vraiment un cochon et il y a même un mec dessous qui l'a fait aboyer. Il y a plein de trucs comme ça, plein d'idées. L'idée du serpent qui va essayer de dévorer, là, qui représente un petit peu le viol, hein, le viol, comme il y avait la main qui sortait dans le premier. Il y a plein d'idées comme ça qui sont très bien mises en scène avec cette musique derrière en fond. Et puis aussi le côté à la fin avec les miroirs, c'est rapport aussi un petit peu à Alice au pays des merveilles. Voilà. Partir de l'autre côté du miroir, il y a cette frontière entre les rêves, entre la réalité, c'est ailleurs, etc. Ces choses qu'on peut faire dans nos rêves, qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Est-ce que la réalité c'est mieux? Bien sûr, rapport à la religion. Parce qu'il y a enfin l'arc de Maria Elena. Alors Maria Elena, cette sœur que justement le psychiatre, parce que Nancy Thompson revient, mais le psychiatre voit qu'il lui pense à la science, il a cette vision de cette sœur, et peut-être la clé de l'histoire, puisque, allez, je spoil quand même si... Alors si vous voulez pas entendre qui est cette sœur, bouchez-vous les oreilles, mais bon, bref, c'est un vieux film. Bon, on apprend Maria Elena, et c'est ça qui est bien fait, c'est que en réalité, alors on va apprendre progressivement que cette fille, cette rencontre qui va faire, voilà, elle va lui raconter qu'il y a eu une infirmière dans l'ancien hôpital qui avait des fous dangereux à Springwood, qui s'était fait violer à plusieurs reprises, et il va apprendre que le fruit de ce viol était Frederick Krueger. Mais alors à la fin, et c'est là le sublime twist qui arrive à la fin, on apprend, il revoit la dernière fois, voilà, et on apprend que c'est la mère de Freddy en réalité. Amanda Krueger est donc la mère de Freddy. Et justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'on arrive à cette fin où il y avait plein de promesses du 3. C'est-à-dire non seulement on apprend que la sœur Maria Elena, c'est la mère de Frederick Krueger. Premier twist, première intéressant, première piste. Ensuite, le shérif et sa fille meurent à la fin. On écarte, on prend un nouvel arc, c'est-à-dire Christine. Et il y a cette fin qui arrive où on voit la maquette. Le psychiatre avait récupéré la maquette, a récupéré la petite statue protectrice des rêves, et il les a mis là comme ça sur sa table de nuit, et on voit une petite lumière qui s'allume par la fenêtre, et le film voilà, se termine là. Et c'était porteur de promesses en se disant qu'il y avait peut-être des pistes qui malheureusement n'ont pas été suivies dans le 4. On y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo où le réalisateur est parti totalement dans un autre délire alors qu'il y avait des choses à creuser. Mais là, on avait vraiment un axe très intéressant, et c'est ça que je trouve que le 3 a un potentiel gâché, alors qu'on avait des pistes à creuser. Alors, on les retrouve pas forcément dans le 4, on les retrouvera plutôt dans le 5. Mais dans le 4, on est parti totalement à l'opposé du film, et c'est ça qui est... Pour ça que le 3, pour moi, reste le meilleur. Je veux dire, non seulement c'est... Les morts, je vous dis, sont assez spectaculaires. Hein. Bien sûr, il y a la scène avec l'autre qui est fan de marionnettes et qui va être produit comme déparé par des fils avec ses tendons. C'est assez flippant aussi. Il y a aussi beaucoup de scènes un peu... voilà, je pense avec Joey qui va se retrouver prisonnier, victime d'une espèce de succube de l'enfer, infirmière. Et puis bien sûr, la fin de Freddy, qui était totalement logique d'une certaine manière, c'est-à-dire remettre ses corps dans terre sacrée, parce que Freddy est une sorte de démon. Il est mort, hein. Donc il est mort, il revient dans les rêves des adolescents pour se venger. Il est une sorte de démon, et bien sûr, voilà, au nom du Père, du Fils, de Saint-Esprit, avec de l'eau bénite, il le renterre dans la casse auto,
qu'on retrouvera d'ailleurs dans le 4. Ça, par contre, ça a été bien respecté pour retrouver. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Même si on reprend les éléments du 3, le 4 n'a pas tout à fait respecté les codes, ni vraiment l'histoire, alors qu'il y avait quelque chose à retrouver derrière. Bref, Freddy 3 reste pour moi mon opus préféré. Parce que, voilà, parce qu'il y a une bonne mise en scène. Voilà, Chuck Russell, qui d'ailleurs signe là son premier film, mais il fait quelque chose de propre, bien travaillé, avec un Freddy qui n'est pas encore dans le... commence un petit peu à voir un petit peu ce côté un peu ironique, hein, mais il reste encore un Freddy qui est sérieux. Alors après ça va partir, hein, je ne parle pas même pas du 6 qui est totalement what the fuck, mais au moins dans le 3 on a encore ce Freddy qui reste quand même assez effrayant, je veux dire, alors que dans le 4, bon, Freddy c'est la star, mais en même temps je veux dire, qu'on était jeunes, c'est vrai que Freddy s'est inscrit dans notre imaginaire et ils nous ont donné un personnage qui à la fin faisait plus peur. Là, dans le 3, il fait encore peur. Il fait encore peur et il a encore ce côté très effrayant qui partira, bien sûr, qui au fur et à mesure, le 4, le 5 et puis même le 6, peut-être qu'on en reparlera après, fait que Freddy ne sera absolument plus un personnage effrayant. Donc là, profiter du 3, où on a encore un Freddy qui a son effet. Bref, Freddy 3 reste pour moi, avec le premier, le meilleur de la saga Freddy. Si je devais les classer, hein, je mettrais le 1, bien sûr, le 3 ensuite. Après, je mettrais le 4, malgré quelques trahisons, le 5. Et puis les derniers qui clôturaient, ce seraient le 6 et le 2, qui sont totalement... Bref. Enfin, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo de tous les opus Freddy. Là, en tout cas, Freddy 3, c'est celui qui a été pour moi, c'est qui reste mon Freddy préféré quand j'étais adolescent, avec le 4 évidemment. C'est... voilà. Donc Freddy 3, et surtout la musique, hein, la musique un peu la BO, non seulement il y a la piste de Badalamenti, mais il y a aussi la musique du groupe, enfin la chanson titre de Dokken, du groupe Dokken, qui renforce un petit peu tout ce film. C'est un film d'ado, hein, quelque part. Bref, c'est vraiment un Freddy que j'apprécie vraiment pour tout ça. C'est peut-être pas un film d'horreur dans le sens... mais c'est un peu fun, il y a quelque chose de fantastique, il y a même un élément fantastique, il y a beaucoup de choses. Imaginons un peu si on pouvait aller de l'autre côté des rêves comme ça, pour affronter pour affronter nos peurs, parce que c'est ce que font si ces adolescents, ils affrontent leurs peurs, ils affrontent leurs angoisses, ils affrontent leurs obsessions. Voilà, en se détachant des choses que souvent les adultes ne peuvent pas comprendre, les adultes qui ne peuvent pas comprendre leurs ados. Eh bien, ce film parle de ça aussi, à travers cette saga, et plus particulièrement cet opus. Voilà donc en ces quelques jours d'Halloween ce que j'avais envie de vous dire sur un film d'horreur qui m'a vraiment marqué dans mon enfance, Freddy 3. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette saga, de cet épisode particulièrement, si c'est votre préféré, si vous aimez les autres, etc. Lequel est votre préféré. Bref, on en parle, on en discute. Et puis likez, partagez, diffusez cette vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle nuit d'horreur.